Bonjour les gens, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo Le saviez-vous spécial sur les contes, partie 2. Aujourd'hui, on va parler d'un conte super cool qui a aussi son lot de misère intellectuelle. On va parler de Cendrillon et du coup, c'est parti. Alors, je vous vois venir, mais c'est encore plus intéressant que ce que vous pensez. Cendrillon est ce qu'on appelle un conte type. C'est-à-dire qu'on retrouve ce conte dans tous les âges, toutes les cultures, toutes les civilisations. Depuis toujours, ce conte existe sous une forme ou une autre. Les historiens des contes qui ont fait des recherches sur Cendrillon ont recensé plus de 200 versions de ce conte, avec des Cendrillons et parfois même des Cendrillons qui sont des hommes, mais où la trame est la même et où la morale est la même. Je vais vous rapporter une des plus anciennes versions connues, qui est une retranscription faite par Claude Elon d'un conte du IIIe siècle. Franchement, soyez attentifs parce que vous allez voir que c'est exactement l'histoire de Cendrillon à 2 ou 3 noms près, c'est la même chose. Donc comme quoi, depuis au IIIe siècle avant Jésus-Christ, là, ou après, ça n'a pas changé. Enfin, je veux dire, c'est incroyable de se dire qu'il y a qu'il y a des choses comme ça qui sont juste immuables, quoi. Et Cendrillon en fait partie. Donc ce conte raconte l'histoire de Rhodope, qui est une jeune grecque qui est enlevée pour devenir une prostituée, une esclave, en Égypte. Et elle est très belle, bien sûr, hein, sinon c'est pas drôle. Et Rhodope, qui est vouée à devenir une prostituée, doit donc prendre soin de son corps, c'est son outil de travail, voilà. Et un jour qu'elle est à la rivière et elle se lave les pieds, et malencontreusement, sa chaussure, son chausson, est emporté par le courant et disparaît à peu de chaussons. Sauf que bien sûr ce chausson ne va pas se noyer, être bouffé par des crocodiles ou quoi que ce soit, non, pas du tout. Il va être récupéré, comme par magie, par un pharaon, dont le nom nous importe peu, l'important c'est qu'il soit roi, qui va être, mais alors, émerveillé, transcendé, transi d'amour par la finesse et la délicatesse de ce chausson, et va se dire que si jamais il tombait sur la petite nénette qui avait eu un pied assez délicat pour chausser cette merveille, il l'épouserait sur le champ. Ni une ni deux, Rhodope arrive en son claudiquant une chaussure en moins, on se rend compte que c'est elle, et il l'épouse, fin de l'histoire. Le premier à venir me dire que c'est pas du tout l'histoire de Cendrillon me jette la pierre, c'est exactement la même histoire, il n'y a pas photo. Ce conte est éternel et immuable. Il a quand même un peu évolué au fil du temps, et notamment les noms de Cendrillon, et ça c'est assez marrant. Elle a eu beaucoup de noms. À la base de l'histoire, en fait, Cendrillon n'a pas de nom, vraiment. On s'en fout un peu. En fait, c'est comme pour le petit chaperon rouge, le principe c'est que chacun puisse s'identifier à ce personnage, et donc l'ajout d'un nom n'est pas forcément bienvenu. Donc souvent les personnages n'ont pas de nom. Dans les premières versions, ce sera donc les belles-sœurs de Cendrillon qui vont la nommer. Donc dans la version que vous connaissez, Cendrillon est une jeune fille dont la mère est morte. Son père se remarie avec une femme qui a 2 filles. Et lorsqu'il meurt, Cendrillon se retrouve toute seule avec sa marâtre et ses deux belles-sœurs. Et c'est un peu la misère pour elle. Voilà. Sauf que a lieu un bal pour que le prince se trouve une épouse, à laquelle Cendrillon n'est pas conviée, parce qu'après tout elle est deux filles de maître, elle devient servante, mais grâce à sa marraine la bonne fée, elle peut, sous couvert d'anonymat, aller au bal, le prince tombe amoureux d'elle, elle s'enfuit parce que le charme n'agit que jusqu'à minuit, perd sa chaussure, et lorsque le prince la récupère, il fait essayer toutes les chaussures jusqu'à la retrouver pour l'épouser, happy end, blablabli, blablabla. Mais Cendrillon n'a pas de nom. Voilà, elle en a eu, au début elle n'en a pas, et après elle en a beaucoup. Donc, la première à la nommer, c'est Javotte, une des 2 belles-sœurs, une des 2 demi-sœurs méchantes, qui l'appelle Cucendron, parce que Cendrillon dort dans la cendre. Donc, appelons-la la pouilleuse qui a le cul dans la cendre. C'est très vexant, moi à sa place je me serais très vexée. Donc, Cucendron. Mais la deuxième demi-sœur dit que, quand même, c'est pas très sympa. Est-ce qu'on pourrait pas l'appeler autrement? Et du coup, elle l'appelle Cendrillon. Mais suivant les régions où le conte est raconté, Cendrillon a d'autres noms. On l'appelle par exemple donc Cucendron, Cendrillon, mais aussi Souillon, tout simplement, hein, ou encore Cendrillouze,
Et en anglais, elle s'appelle Cinderella. Moment anecdote étymologique, Cinderella est une mauvaise traduction de Cendrillon. En fait, Cendrillon, donc, ça vient du mot cendre, et en anglais, le mot cendre, c'est H. Cinder ne veut pas dire cendre. Cinder veut dire escarbille. Et je suis allée me renseigner pour savoir quelle était la différence entre des cendres et des escarbilles, et figurez-vous qu'il y en a une. Donc, H, la cendre, cinder, l'escarbille, et ce sont deux choses très différentes. En fait, la cendre, c'est le produit d'une combustion totale du bois, et ça donne ce que vous voyez, les petites particules blanches, mais c'est une combustion propre, c'est-à-dire que tout a été consommé, et c'est un résidu propre et sec et sain qui peut être réutilisé pour faire d'autres choses. Mais c'est quelque chose de propre. Alors que l'escarbille, c'est une espèce de substance un peu mi-solide, mi-poisseuse, noire, très foncée, un peu gluante, qui est le résultat d'une combustion non complète du bois. En gros, c'est dégueulasse, quoi. Voilà. Donc cendre propre, escarbille dégueulasse. H propre, cinder dégueulasse. Donc déjà que Cendrillon, c'était pas super sympa, mais alors Cinderella, du coup, c'est encore pire, parce qu'avant Cendrillon, elle était propre dans la cendre, maintenant elle est dégueulasse dans l'escarbille. Voilà. Les versions les plus connues sont bien évidemment encore celles de Charles Perrault et des frères Grimm, qui ont été respectivement écrites en 1697 et en 1812. Là encore, comme pour Le Petit Chaperon Rouge et les autres, on retrouve des différences entre les deux versions, mais l'histoire de base reste la même. Donc dans la version de Charles Perrault, le prince tente de retenir Cendrillon le deuxième soir, parce qu'en fait, il n'y a pas comme dans le Disney un seul soir où Cendrillon va au bal, elle y va 3 fois. Et le dernier soir, en fait, le prince qui l'a vue plusieurs fois et qui sait qu'elle va s'enfuir, fait enduire un escalier, l'escalier principal de poids, pour qu'elle s'englue dedans et qu'elle ne puisse pas s'enfuir. Et c'est comme ça que Cendrillon perd sa chaussure. Et dans cette version, également, à la fin de l'histoire, Cendrillon pardonne à ses demi-sœurs et à sa belle-mère toutes les méchancetés qu'elles lui ont faites. Et voilà, elle leur pardonne. Chez les frères Grimm, toute autre histoire. Donc il n'y a pas l'histoire de la poix, Cendrillon perd très simplement sa chaussure comme ceci. Mais en plus, à la fin, elle ne pardonne pas à sa famille, entre guillemets, les méchancetés qu'elles lui ont faites, et elle les punit doublement. Parce que donc tout d'abord, dans ces versions-là, donc, contrairement à la version Disney, les deux belles-sœurs se mutilent pour pouvoir porter la chaussure de verre. Donc la première va se couper le gros doigt de pied et la seconde va se tailler un morceau du talon pour pouvoir rentrer dans la chaussure en vain. Mais en plus de ça, en gros la punition divine, parce que Cendrillon ne les pardonne pas, c'est qu'elles finissent aveugles. Deuxième bonus, version encore plus gore. Il s'agit d'une version allemande encore antérieure aux versions de Grimm et de Charles Perrault, donc qui est une version orale, où, en plus de s'être mutilée et de finir aveugle, les belles-sœurs et la marâtre, la belle-mère, sont condamnées à venir danser au prochain bal dans des chaussures en acier chauffées à blanc, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Voilà, je cite la phrase du livre, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Charmant les Allemands. De plus, pour revenir aux frères Grimm, dans la version des frères Grimm, il n'y a pas de couvre-feu à minuit, et il n'y a pas non plus de citrouilles qui se transforment en carrosse, ni de lézards qui deviennent des cochers, ni rien du tout. Il n'y a pas tout ça. Donc c'est fini. Deuxième anecdote étymologique, je sais que ça va vous intéresser, le grand dilemme de la pantoufle de verre. Alors moi, cette pantoufle de verre, ça a chamboulé toute mon enfance, parce que dans ma tête, c'était une chaussure en verre, V-E-R-R-E, mais très vite, on m'a dit que pas du tout, c'est une chaussure en verre, V-A-I-R. Que la vérité soit rétablie aujourd'hui, il s'agit bien d'une chaussure en verre, V-E-R-R-E. Voilà. C'est Charles Perrault qui, dans ses contes originaux, et cela a été vérifié par des manuscrits d'époque, a bien écrit qu'il s'agissait d'une chaussure en verre, V-E-R-R-E, et c'est le côté fantastique du conte, c'est la partie fantastique de tout conte, il y a toujours une partie fantastique, et c'est cette partie fantastique-là qui existe dans celui-là, c'est cette chaussure de verre. Mais ça n'a pas plu à Monsieur Honoré de Balzac,
qui s'est dit à l'époque, c'est ridicule, une chaussure de verre, c'est impossible, personne ne pourrait marcher avec ça. Du coup, il l'a transformé lors d'un article qu'il a écrit sur Charles Perrault en du verre, et dans sa traduction du conte en du verre V-A-I-R, qui représente en fait la fourrure d'un petit écureuil un peu gris. Voilà. De plus, quand on parle de pantoufle de verre, moi ça me fait beaucoup rire, mais on dit une pantoufle parce qu'à l'époque, il s'agissait bien d'une pantoufle, style une charentaise quoi. Et bon, ça paraît un peu impensable pour aller danser, mais c'était quand même l'idée, il s'agissait de pantoufles et pas d'escarpins de verre. Donc pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas pu avoir des chaussures plates en verre, hein, après tout? On n'était pas là, nous. Passons maintenant au vif du sujet, il s'agit de Cendrillon et la psychologie. Voilà. Alors, quelle est la morale et le thème principal de Cendrillon? Je vous le donne en mille. Allez-y, devinez parce que c'est d'un misogynisme et d'un machisme total pour l'époque, encore ça me choque pas, mais bon quand même. Le thème de l'histoire est l'accession à la reconnaissance familiale et plus particulièrement normalement paternelle d'un enfant qui est rejeté et qui grâce à ses qualités naturelles va réussir à racheter ou à retrouver l'amour de sa famille, tout simplement. C'est un conte qui est totalement moraliste et qui raconte en fait tout simplement comment les enfants font tout pour essayer d'être les meilleurs et les préférés de leurs parents et de leur plaire tout simplement. Et c'est assez dérangeant. En fait, concrètement, Cendrillon, c'est le stéréotype de la petite fille un peu boulotte, ou pas assez bien, ou qui a un complexe d'infériorité par rapport à ses sœurs, et qui va tout faire pour toujours être la meilleure et la préférée de ses parents, et leur faire plaisir, et être reconnue comme l'enfant prodige, tout simplement. Ce qu'elle fait à la fin, du coup, elle y arrive. Ce qui est intéressant aussi dans Cendrillon, c'est la dualité de la femme qui est mise en avant, et là on peut pas le louper. Dans Cendrillon, encore une fois, il y a deux idéaux féminins qui s'entrechoquent et vis-à-vis desquels la réaction de l'homme n'est pas la même. Or, on a la femme idéale qui est sublimée, qui attire le regard, qui est un objet de convoitise sur le chemin de laquelle tout le monde s'arrête pour la regarder. C'est la Cendrillon du bal. C'est une femme qui est belle, qui sourit, qui parle peu, qui est éphémère parce qu'elle finit par disparaître. C'est voilà un objet ultime de convoitise. Et à côté de ça, il y a la femme sauvage, la femme qui apparaît après minuit, qui est sale, qui est sensuelle, qui représente l'interdit. C'est la femme secrète, c'est la femme de la nuit. Et ces deux personnages se retrouvent en Cendrillon. Elle incarne en fait les deux idéaux sexuels des hommes, que les hommes ont pour la femme, tout simplement. Ensuite, il y a le dilemme de la pantoufle de verre, qui, au-delà du fait d'être une chaussure en verre, est un symbole très fort, un symbole sexuel très fort. Donc déjà, la pantoufle représente l'anneau du mariage, c'est l'appropriation de la femme à l'homme, c'est le symbole du mariage, du couple parfait. En fait, quand le prince retrouve Cendrillon et qu'il lui glisse le pied dans la chaussure, d'une certaine façon, c'est comme un mariage, elle devient sa femme, il lui passe la bague au doigt. Parce qu'à l'époque, on disait d'une femme que si elle se laissait déchausser par un homme, alors elle s'abandonnait totalement à lui. C'était vraiment un acte érotique. Et le passage de la chaussure, c'est comme le passage de l'anneau au doigt. C'est un acte d'engagement très fort entre deux couples. De plus, c'est de là aussi que vient l'expression « trouver chaussure à son pied », c'est-à-dire former une paire parfaite, un couple idéal, quoi. Ensuite, il y a donc le symbole du vagin pour la chaussure de verre, parce que pour citer, ça me fait beaucoup rire, pour citer Charles Perrault, la pantoufle de verre est un petit objet qui se perd facilement, notamment à la fin d'un bal, tout comme la virginité. C'est le symbole du vagin, c'est le symbole de la féminité qui s'enfile. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est pas très classe, mais c'est comme ça. Qui s'enfile et ça représente, voilà, c'est se laisser, c'est s'abandonner à une femme, à un homme et se donner complètement avec cette chaussure de verre.
Et enfin, pour finir dans le rayon psychologie, sachez que, tout comme pour le syndrome de Peter Pan, il existe ce qu'on appelle le complexe de Cendrillon. Alors qui n'est pas une maladie à proprement parler, mais qui est un syndrome en fait, et qui concerne les jeunes femmes, bien sûr. Donc c'est une peur féminine d'être indépendante, parce que bien sûr, Cendrillon vit toujours au crochet de quelqu'un. Elle ne peut pas se réaliser toute seule. Elle vit d'abord pour son père, puis pour ses sœurs, et ensuite elle passe de l'un à l'autre, de son père à ses sœurs, à sa belle-mère, et de sa belle-mère et de ses sœurs à son prince. Et voilà, c'est le symbole en fait de ces femmes qui ont besoin d'un homme dans leur vie. Et c'est là que le bas blesse, parce que c'est là que Disney nous a menti toute notre vie, qu'on nous a formaté à attendre le prince charmant comme si c'était le Messie et que s'il n'était pas là, on n'arriverait jamais à rien. C'est à cause de Cendrillon. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Enfin petite, elle est assez longue, mais j'espère qu'elle vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, à me documenter, à lire plein de choses. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire les petits bonus étymologiques. C'est vraiment très sympa de découvrir enfin le fin mot de cette histoire de pantoufles de verre. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu. Moi ça m'a fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo pour que le monde entier sache qu'il s'agit d'une allégorie du vagin pour la pantoufle de verre et que non, nous n'avons pas besoin d'hommes pour vivre nos vies de femmes, et inversement, hein, parce qu'il existe des Cendrillon hommes, je vous le rappelle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour que je continue cette petite série de Le saviez-vous sur les comptes. Moi ça me ferait plaisir, mais j'ai besoin de savoir si ça vous plaît, et ça c'est l'indicateur, vous voyez. Pouh oui, pouh oui. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne fin de semaine, et on se retrouve très vite la semaine prochaine avec le rythme normal des vidéos. Les vacances sont terminées, on est reparti normalement, et je vous embrasse très fort, et je vous dis à bientôt. Ciao!